Bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et à chaque épisode, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic Cinquin, cofondateur et CEO d'Octo Technology, une entreprise de services numériques qui compte près de 800 collaborateurs. Plusieurs choses m'ont marqué dans cette rencontre, en particulier la réflexion multidimensionnelle et systémique de Ludovic qui infuse l'organisation et lui confère une culture et une gouvernance singulières, ainsi que la très forte cohérence entre réflexion et action qui se dégage de son discours. Bonjour Ludovic. Bonjour Anna. Est-ce que vous pouvez nous présenter la structure que vous dirigez ? Alors, je suis le CEO d'une entreprise qui s'appelle Octo Technology, que j'ai cofondée en 98 et dont je suis devenu le directeur général il y a à peu près 10 ans et le PDG il y a 2 ans et demi maintenant. Donc, c'est une entreprise qui fait du conseil en transformation digitale avec des volets technologiques, méthodologiques et culturels. Et nous sommes aujourd'hui un peu moins de 800. Nous avons rejoint le groupe Accenture il y a maintenant 4 ans. Et nous sommes une entreprise avec une forte croissance. Je pense que ça peut avoir des effets sur les questions qu'on va aborder plus tard. Donc, on croît en moyenne de 20% par an quasiment depuis le début. Donc, c'est un rythme de croissance assez soutenu. Et sans interruption et avec une accélération les dernières années, c'est ça ? C'est depuis le début entre 10 et 25. Et c'est vrai qu'on vient d'enchaîner plusieurs années à plus de 20% de croissance. Oui. Dans ce contexte-là, comment est-ce que vous percevez votre rôle de dirigeant ? On va aussi peut-être parler de votre culture d'entreprise qui a un impact, je pense, assez important sur votre perception du rôle et votre façon de l'occuper. Alors, peut-être que je peux revenir un peu sur l'histoire parce que ça a pas mal déterminé la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, au début, en fait, Octo a été créé par des gens jeunes sans beaucoup de modèles et d'inspiration de la vie réelle, en fait. La personne la plus expérimentée, c'était la personne à l'initiative du projet, le CEO historique qui avait une trentaine d'années. Il s'est entouré de gens qui avaient entre 24 et 26 ans. Donc finalement, on a construit une entreprise sans modèle réel et qui était l'entreprise dans laquelle on avait envie de travailler. Et puis, avec la croissance, à un moment donné, il a fallu se poser des questions, essayer de se structurer un peu. Et notre première tentation a été de nous structurer un peu comme toutes les entreprises le font, c'est-à-dire en mettant plus de cadres, plus de règles, plus de process. Puis à un moment donné, on a eu une crise existentielle assez profonde quand on a atteint la taille de 100-150, qui est une taille assez bien documentée, qui est la taille à partir duquel l'être humain a du mal à s'identifier à un collectif. Et on a eu à ce moment-là une vague de démissions assez massive, ce qui nous a beaucoup interrogé sur notre modèle. Et donc ça nous a conduit à le remettre à plat, à réfléchir à notre façon de faire notre métier, à notre façon de manager, de gérer l'entreprise. Et la trajectoire qu'on a prise a été de revenir un peu à l'inspiration initiale, dans quelle entreprise on a envie de travailler. Mais là, en s'appuyant sur des réflexions, des bouquins, des gens qui avaient un peu creusé ce sujet-là. Et donc, ça nous a conduit à, certains diraient, libérer l'entreprise. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, mais en tout cas, à passer de plus en plus vers des modèles de gouvernance partagée. Et donc, on a créé des équipes autonomes, qu'on appelle des tribus, qui sont maintenant regroupées en ligues, et dans lesquelles les personnes ont une grande autonomie d'action. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que c'est qu'être dirigeant ? Alors, être dirigeant, c'est une vaste question, évidemment. Ça n'est du coup pas de prendre toutes les décisions d'un point de vue très descendant, c'est plutôt de s'appuyer sur le collectif, l'intelligence collective, pour alimenter une réflexion, essayer d'accompagner l'entreprise là où elle... J'y reviendrai parce que c'est une idée assez puissante que j'ai trouvée dans une conférence il n'y a pas très longtemps. Donc, d'accompagner l'entreprise là où elle a envie d'aller, de faire en sorte d'organiser ce mouvement. Donc, accompagner les désirs inconscients de l'entreprise. Ça fait un peu mystique dit comme ça, mais c'est Frédéric Laloux, donc quelqu'un qui a écrit un bouquin assez fondateur sur ces sujets de gouvernance partagée qui s'appelle Reinventing Organization. Vous pardonnerez l'accent. Et il a fait une conférence qui est assez célèbre, que les gens connaissent bien, où il explique que, en fait, dans les entreprises très matures dans leur mode de fonctionnement, le rôle du dirigeant, c'est celui de sentir l'entreprise et de l'accompagner dans son évolution.
et pas de forcer finalement le mouvement, pas d'être à la barre. Donc il y a des images qui peuvent venir, celle de chef d'orchestre, mais en même temps le chef d'orchestre c'est celui qui sait tout et qui oriente l'équipe dans le bon sens, donc je suis pas sûr qu'elle soit adaptée. Donc c'est plutôt un accoucheur quelque part, quelqu'un qui rend possible le devenir intrinsèque de l'entreprise. Bon, ça paraît un peu mystique comme ça, mais j'ai de plus en plus l'impression que c'est vrai. Puis après, le dirigeant, il a un rôle aussi de représentation, c'est-à-dire qu'on est dans un monde quand même où on a besoin d'incarnation. Donc je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais je me rends compte que c'est quand même nécessaire. Et d'ailleurs, vous m'interviewez moi et pas mon assistante, par exemple. Et du coup, je pense que le dirigeant, il a ce rôle-là, d'incarner à l'extérieur aussi, à l'intérieur, de représenter quelque chose pour l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, et aussi vis-à-vis de l'extérieur, d'afficher une image de l'entreprise. Est-ce que, avec ce regard-là et ce rôle, vous avez l'impression de porter une vision pour l'entreprise? Et quelle est votre ambition pour elle? Puisque ce que vous dites, c'est que d'une certaine façon, vous l'accompagnez un peu vers ce vers quoi elle se dirige. Donc, comment cette question de la vision vient s'inscrire dans cette représentation-là? Effectivement, je pense que mon rôle, c'est de cristalliser une vision. Pas forcément de l'inventer, mais de me mettre à l'écoute de cette vision-là. Et chez Octo, c'est génial parce que j'ai 750 cerveaux à ma disposition qui sont pleins d'idées, avec plein d'infos qui circulent dans tous les sens. Et la plupart des grands virages qu'a pris Octo, c'est souvent des initiatives de terrain, de personnes qui se sont dit « Tiens, ça c'est important, il faut qu'on travaille dessus », donc qui ont pris l'initiative de découvrir ce sujet. Puis à un moment donné, ça dépasse un seuil subliminal dans l'entreprise et ça arrive quelque part au cerveau conscient, que je pourrais décrire comme étant la direction. Et nous, notre enjeu, c'est ça. Et le mien en particulier, c'est ça. C'est d'arriver à s'emparer de ces signaux qui deviennent subliminales. Enfin, oui, c'est ça, au-dessus de la limite, quoi. Donc, qui deviennent conscients pour m'en saisir et faire en sorte que l'entreprise devienne la chambre d'écho de ces initiatives-là, en fait. Donc, il y a une forme d'ouverture ou d'attention qui est portée à ce qui émerge, au mouvement. Oui. Comment est-ce que vous restez en contact de ce mouvement, de ce terrain? Alors, c'est la chance inouïe que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a une culture du partage chez Octo qui est très forte. Donc, quand les gens découvrent quelque chose, ils n'ont qu'une envie, c'est de le faire découvrir à d'autres personnes. Donc, il y a plein d'initiatives. On a plein de mailing lists qui sont extrêmement actives. On a l'équivalent de Slack qui est extrêmement actif aussi. On a des rituels le midi où les gens se rencontrent pour partager sur des sujets qui peuvent être professionnels ou pas professionnels, mais il en ressort toujours quelque chose. Moi, je suis toujours... j'ai un souvenir assez récent. On a parmi nous une dame qui est championne de France de lecture rapide. Donc, elle a décidé de partager son aventure, donc comment on devient champion de France de lecture rapide. Et donc, elle a organisé ce qu'on appelle un BBL, donc une réunion le midi où les gens viennent écouter. Et puis, cette fille qui est très jeune, ça faisait à peu près 1 an qu'elle était dans l'entreprise, c'était avant le confinement, donc a réservé une salle et il y a eu 50 personnes dans cette salle qui sont venues écouter ce qu'elle avait à dire sur le sujet. Et donc, on a cette culture qui permet... la sérendipité, la découverte, le partage d'informations. Et donc moi, il suffit que je me mette au bout du tuyau, que j'écoute ce qui se dit sur ces canaux-là, et je peux être connecté à l'ère du temps d'une population hyper curieuse, hyper ouverte, qui réfléchit vite. Enfin, voilà, c'est un réel plaisir et je suis pas sûr que tous les dirigeants aient cette chance. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont les vôtres ? Parce que là, ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de vos équipes et que d'une certaine façon, vous catalysez ou... Alors, s'il y a bien un sujet qui est le mien, c'est celui de la gouvernance partagée. Donc, comment, justement, Octo devient un système pour rendre ça possible. Donc, mon boulot, c'est ça, c'est de créer le cadre qui favorise ça. Et notamment, il y a un sujet... avec lequel je suis venu chez Octo. Alors, il y avait eu des expérimentations dans des équipes et tout ça, mais j'ai décidé vraiment d'en faire un sujet d'entreprise, c'est la sociocratie. Donc, qui va beaucoup dans la continuité de notre approche de l'agilité. Donc, Octo s'est beaucoup fait connaître autour des méthodes agiles qui sont à l'origine des méthodes de développement de produits informatiques, de produits logiciels, et qui finalement finissent par être assez transformantes. La sociocratie, pour moi, c'est le coup d'après. C'est l'extension de l'agilité à toute la gouvernance de l'entreprise.
Et donc, du coup, voilà, j'ai pas mal poussé la sociocratie 3.0 et on est dans le process justement de mise en œuvre de ces principes-là chez nous. En quelques mots, est-ce que pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas la sociocratie, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui. Alors, la sociocratie, c'est une réflexion sur comment rendre des collectifs efficaces en utilisant des principes de gouvernance partagée. Donc, ça veut dire que globalement, alors, ce que j'ai dit, ce qu'on m'a dit et que je n'ai jamais vérifié, c'est que c'est un mouvement qui est apparu chez les Quakers. Et visiblement, c'est pas complètement innocent parce que, donc, de ce qu'on m'a dit, encore une fois, il faudrait que je le vérifie un jour, mais donc c'est une communauté protestante et donc le rapport à Dieu et à la parole est complètement différent par rapport à d'autres religions. Donc, il n'y a pas d'intermédiation, il n'y a pas une hiérarchie ecclésiastique. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on se rapproche de Dieu. En fait, tout le monde a le même rapport à Dieu. Et donc, du coup, ça crée des responsabilités, notamment dans la responsabilité et les conditions de la parole. Donc, on ne parle pas pour ne rien dire, on fait attention à ce qu'on dit, et quand on parle, c'est quelque part aussi un peu Dieu qui s'exprime par notre voix. Donc, c'est des communautés qui fonctionnent en communauté, assez égalitaires et qui ont quelque part régulé un petit peu leur mode de fonctionnement autour de cette importance et de cette qualité de la parole. Et donc la sociocratie, il y a plusieurs flavors, on va dire, enfin plusieurs saveurs. La base de la sociocratie, c'est 4 principes qui peuvent se suffire d'ailleurs, qui sont la décision par consentement, les cercles, le double lien et les élections sans candidat. Alors je pourrais rentrer peut-être dans le détail, je ne vais peut-être pas tout faire parce qu'on va peut-être pas faire tout un cours sur la sociocratie, mais la décision par consentement, je pense que c'est un outil hyper intéressant. Donc c'est en groupe, donc les groupes s'appellent des cercles. Quand on prend une décision, on la prend collectivement. C'est pas quelqu'un qui dit la décision c'est ça. C'est le groupe qui dit notre décision c'est ça. Et l'outil pour prendre des décisions, c'est donc le consentement, qui n'est pas le consensus. Ça veut dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec la décision, mais si on peut vivre avec, on doit l'accepter et la soutenir. On ne peut refuser une décision quelque part que si ça nous empêche de fonctionner dans le collectif. Donc, alors, il y a un exemple assez classique qui est cité avec les restaurants. Tout le monde connaît la galère de choisir un restaurant. On ne sait pas si on va au restaurant japonais ou à la pizzeria. Donc, quelqu'un propose. Je propose qu'on aille tous à la pizzeria. Il y en a qui auraient peut-être préféré aller à la brasserie, mais en fait, s'ils peuvent quand même manger une pizza, on va tous à la pizzeria. Sauf si quelqu'un dit, non, je suis désolé, moi je suis intolérant au gluten. Donc, entre les pizzas, les pâtes et tout ça, je vais quand même pas bien rigoler. Donc là, ça peut faire l'objet d'une objection recevable. Et donc, on discute comme ça jusqu'à ce que plus personne n'ait d'objection qui l'empêche de fonctionner dans le collectif. Et une fois que toutes les objections ont été traitées, la décision est entérinée. Donc, c'est un processus de décision qui peut paraître un peu lourdeau au départ, mais qui est extrêmement efficace, extrêmement pertinent et qu'on utilise maintenant beaucoup chez Octo. Comment ça s'est passé pour arriver à ça ? En termes d'acculturation interne peut-être, en termes de parcours d'intégration peut-être des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de fonctionner comme ça dans d'autres organisations ? Alors, on a une culture très forte chez Octo qui nous aide sur 2 sujets. C'est notamment l'intégration des jeunes et l'intégration des gens moins jeunes. Enfin, moins expérimentés, on va dire. Enfin, plus expérimentés, on va dire. En fait, quand on embauche des gens qui sortent d'école, ils sont vierges de tout modèle de fonctionnement en entreprise, quasiment. Et donc, du coup, des fonctionnements qui peuvent paraître très exotiques à quelqu'un qui a un peu de vécu en entreprise leur paraissent être une évidence absolue et ça pose quasiment pas de questions. Il n'y a aucun problème avec leur intégration dans ces façons de faire. Pour des gens plus expérimentés, ça peut être plus compliqué. Et après, quelque chose qui aide, c'est que quand on a une culture forte, et ça n'a pas que des côtés positifs, mais un des côtés positivo-négatifs mais utiles de la culture, c'est que c'est quelque chose contre lequel on a du mal à lutter quand on est tout seul. Quand on rejoint un collectif avec une culture, en fait, on adopte la culture. Ou alors on part, parce que c'est trop dur de vivre en dissonance avec une culture dominante comme ça longtemps. Comment est-ce que vous avez été le vecteur, puisque en fait, vous avez parlé de la sociocratie quand je vous ai demandé quel était votre sujet à vous. Donc, comment est-ce que vous, en tant que dirigeant,
vous avez été le vecteur de cette transformation. Est-ce que ça s'est beaucoup appuyé sur vous ou est-ce que finalement ça s'est diffusé assez rapidement? Comment ça s'est passé? C'est une vaste question parce que je pourrais répondre ça s'est diffusé rapidement et ça prend du temps. Alors, on a fait un petit état des lieux de notre avancement sur la sociocratie il n'y a pas très longtemps et en fait, il y a encore des personnes qui disent c'est le truc de Ludo, donc ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Mais en fait, c'est pas grave. C'est-à-dire, et probablement que c'est une particularité des PME comme Octo, où il y a une grande stabilité finalement dans la direction. Moi, ça fait 10 ans que je suis à ce poste-là. Donc en fait, j'ai le temps. Et je pense que ces transformations demandent du temps. J'ai pas d'objectif chiffré d'atteinte de résultats de la sociocratie ou de choses comme ça. C'est un mouvement. Et moi, je considère que c'est quelque chose qui va prendre peut-être 4-5 ans. Et c'est OK. Et en fait, quand on change, quand on se transforme, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a des étapes où on est hyper enthousiaste, et puis après, on galère un peu parce qu'on n'arrive pas à faire marcher les trucs, et puis au bout d'un moment, ça repart. Donc, il y a ces cycles de vie dans l'adoption de la nouveauté, et en fait, on peut tous le vivre au quotidien. N'importe qui a essayé d'arrêter de fumer ou de faire du sport, ou de se remettre au sport, je pense, a vécu ces différentes étapes d'enthousiasme, de désillusion, de reprise en main et tout ça. Et pour ce type de transformation en entreprise, je pense que c'est pareil, en fait. Et il faut juste avoir de la constance, de la vision, savoir pourquoi on fait ça. Et puis finalement, les choses petit à petit avancent. Donc il faut continuer à mettre une intention et de la volonté dans le système. On a des traits de culture qui sont très utiles chez Octo, c'est qu'on est très ancré dans l'agilité. Donc l'agilité, ça veut dire l'expérimentation. On essaye des choses. Si ça ne marche pas, on revient en arrière. Si ça marche, on continue et on renforce. Une des stratégies qu'on a adoptées, c'est d'envoyer le message à tout le monde, toutes les équipes, que si elles voulaient essayer la sociocratie, c'était OK. Si elles ne voulaient pas essayer la sociocratie pour l'instant, c'était OK aussi. Mais si elles voulaient essayer, on avait des ressources à leur mettre à disposition. Si elles voulaient se former ou des choses comme ça, elles pouvaient le faire. Donc on laisse les gens assez libres dans l'adoption du rythme. Après, probablement que dans 3 ans, si on est à 90% de l'entreprise qui fonctionne de façon très sociocratique, il faudra peut-être aller chercher les 10% restants de façon un peu plus appuyée. Volontaire. Voilà. Mais quand on se transforme, on est conscient que c'est un processus, qu'on a le droit de se tromper, qu'on n'est pas toujours à fond, et voilà. Et il n'y a pas de drame. Comment est-ce que vous êtes devenu le dirigeant d'Octo ? En fait, je sais pas. Alors, globalement, historiquement, très vite à l'origine du projet, il y avait 4 personnes. Donc on a fonctionné donc avec quelqu'un qui était le fondateur historique, qui avait vraiment un rôle un peu plus prééminent que les autres. Mais la gouvernance était autour de ces 4 personnes. Après 10 ans, il y a eu un peu une brouille entre associés. Donc il y en a 2 qui sont partis et puis 2 qui sont restés, le dirigeant et le PDG de l'époque et moi. Donc moi j'ai pris les fonctions de DG, probablement parce que c'était assez naturel dans la situation. Donc j'aurais envie de dire, moi j'étais au bon endroit au bon moment. Et j'avais l'ancienneté qui le permettait. Et puis, quand on a rejoint Accenture, le CEO historique a décidé de passer à autre chose. Et du coup, le choix naturel, c'était aussi moi. Donc, je pense que c'était ça. J'étais au bon moment, au bon endroit. Est-ce qu'il y a eu une envie particulière quand même ? Oui, mais une envie assez ambivalente parce que c'est un rôle qui est dur. C'est beaucoup de responsabilités. Donc, il faut être aussi à la hauteur du job. Donc, c'est pas facile. Les gens vous regardent, les gens attendent des choses de vous. Moi qui suis quelqu'un qui peut avoir tendance à me poser des questions, à douter, ça oblige en fait. Donc c'est un chouette métier, mais c'est un métier très responsabilisant qui accroît la solitude. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi pesant. Donc il faut trouver des façons de sortir de ça. Le regard des gens change sur vous, donc il faut aussi arriver à gérer ça. Donc c'est assez chouette, mais c'est pas facile. C'est marrant parce que je suis allé voir Dune hier soir, qui est un très bon film. Et il y a un passage comme ça qui m'a parlé, c'est-à-dire la phrase, je vais paraphraser un peu de façon pas très bonne, mais à un moment, il y a le père qui dit à son fils, les vrais leaders, ce sont pas des gens qui prennent le pouvoir, ce sont des gens qui sont appelés à le prendre et qui répondent à cet appel. Et je sais pas si je suis un vrai leader, mais en tout cas, je considère que c'est ce qui s'est passé pour moi. Je n'avais pas d'ambition de prendre le pouvoir, mais j'ai senti que c'était mon devoir à un moment donné et j'ai répondu à ce devoir-là. Avec plaisir, enfin, c'est aussi une aventure magnifique, mais je ne me serais pas battu pour ça, en fait. À quel moment est-ce que vous vous êtes senti vraiment endosser le costume ? Est-ce qu'il y a eu un cheminement pour vous sentir dirigeant ?
Alors, j'ai une théorie que je partage à tous ceux à qui je confie des nouvelles responsabilités. C'est il faut 2 ans pour prendre l'ampleur d'un costume de dirigeant, enfin d'un poste de direction, on va dire. Et je pense que, à part si on est psychopathe, hein, si on se sent complètement à sa place la première année, je pense qu'il y a un problème, en fait. Il faut déjà vivre un cycle à son niveau d'incompétence, parce qu'on est incompétent quand on prend un nouveau job comme ça. Et puis après, on commence à mieux comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et moi, j'ai vraiment eu ce cheminement. Et le moment de bascule où je me suis senti vraiment à ma place, ça a probablement été le moment où justement on a lancé les tribus. C'est-à-dire, on a eu cette crise, on avait beaucoup de démissions. Et bon, donc il a fallu réagir, il a fallu réinventer un modèle. On l'a fait de façon très collective, mais c'est quand même beaucoup moi qui ai impulsé ce mouvement-là, et la prise de décision qui a été de dire à partir de maintenant on se réorganise comme ça et on va appeler ça les tribus, ça a été, je pense, pour moi un acte fondateur dans mon rôle de dirigeant. Donc finalement, outre la question du temps et des cycles, peut-être une question d'empreinte ou ouais. de... Alors empreinte, ouais, c'est un bien grand mot parce que je me méfie de toute forme de narcissisation du rôle de dirigeant. Donc je ne sais pas si c'est une empreinte, mais c'est quelque chose qui donne du sens dans son rôle en fait. Quelque chose qui va marquer. Donc oui, c'est empreinte. On peut dire ça comme ça, effectivement. Une touch, on pourrait dire, ouais, peut-être. Ouais. Mais il faut arriver à faire en sorte que ce ne soit pas associé à des actes... un peu autocratique, enfin je sais pas comment dire ça, mais... Quels ont été vos apprentissages ? Alors mes apprentissages, c'est que toute forme de changement prend du temps, surtout quand on change des choses qui sont compliquées. Un autre apprentissage, c'est que c'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, c'est que en fait, plus on a du pouvoir symbolique, plus on devient impuissant. C'est-à-dire que maintenant, je suis extrêmement dépendant d'énormément de choses, de gens pour que les choses arrivent. Avant, je faisais les choses moi-même et c'était réglé. Et c'est plus mon boulot maintenant de faire véritablement les choses moi-même. Donc ça veut dire que mon effet, je ne sers que dans ce que j'arrive à impulser chez des gens qui ont impulsé à des gens l'envie de faire quelque chose. Donc c'est vertigineux de poids et d'impuissance en même temps. Ce que j'ai appris aussi, c'est que le rôle symbolique était une arme puissante mais à double tranchant. Donc on a un pouvoir important et c'est difficile d'en user et de ne pas en mésuser. C'est-à-dire que votre parole, votre présence, votre... participation. Je déforme l'espace, que je le veuille ou non. Je déforme les relations, je déforme l'espace. Il y a des gens qui me parlaient d'une certaine façon avant, qui m'ont parlé différemment après. Et je pense que c'est la vie. Donc ça, c'est à gérer et à manipuler avec précaution. J'ai complètement changé ma façon de parler. Il y a des choses que je disais avant que je dis plus du tout. Alors il y a aussi des choses qui sont liées à l'évolution sociétale, mais je sais que je suis très regardé, donc je suis très regardé par des gens qui ont chacun leur sensibilité et qui commencent à être très nombreux. Donc je dois être vigilant à la façon dont ce que je vais dire va être reçu. Alors quelque chose qui me marque à chaque fois, c'est que toutes mes paroles ont le pouvoir de créer de la lumière et de l'ombre. C'est-à-dire si je félicite une équipe, l'équipe va être contente, mais si j'ai pas félicité celle à côté qui considérait qu'elle avait fait un super boulot, en fait ils peuvent en avoir du ressentiment. Donc c'est toute cette puissance-là qui est compliquée à manipuler avec discernement. Voilà. Donc ça c'est un apprentissage. Une forme de vigilance du coup ? Ouais. Oui. Après, au début, ça me demandait beaucoup d'efforts et maintenant, c'est devenu plus naturel, plus authentique aussi. Et c'est pas forcément pour le plus mal, hein, mais l'autre chose que j'ai découverte, c'est qu'il faut très très bien se connaître pour, je pense, bien prendre ce type de job. Et d'ailleurs, je suis membre de l'APM, qui est un club de dirigeants dont je trouve la vocation géniale, qui est le progrès des organisations passe par le progrès des dirigeants. Alors, je ne suis pas sûr d'être tout à fait exact dans la formulation, mais je trouve que cette raison d'être est magnifique parce que je pense que c'est très, très vrai. Donc, il faut travailler sur soi. C'est un des points que j'ai appris. Voilà, et puis sans doute plein d'autres leçons. Mais... Donc, la transformation, finalement, de l'organisation, elle est aussi passée par la vôtre. Ah oui, clairement. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Comment vous avez travaillé là-dessus ? Alors, un des grands flashs que j'ai eu dans ma carrière professionnelle, ça a été un bouquin qui s'appelle Tribal Leadership, qui explique que, je ne sais pas si je vais me lancer dans la description de la thèse du bouquin, mais globalement, il y a des niveaux de conscience des organisations.
Donc, allez, si, je me lance. Donc, il y a le niveau 0, je crois qu'il l'appelle, c'est Life Sucks. Donc, la vie, c'est de la merde. Et il dit, c'est le niveau des gangs, quoi. Donc, l'univers est hostile et donc, il faut se battre pour survivre. Le niveau, ça doit être le niveau 1 plutôt. Le niveau 2, c'est My Life Sucks. Donc, le monde, c'est OK, mais moi, je vis quand même pas une existence fantastique. Le troisième niveau, c'est I'm great, they are not. Donc, je suis super et puis en fait, les autres m'empêchent d'avancer. Le quatrième niveau, c'est We are great. Donc, on est super fort, mais nos concurrents, c'est vraiment des billes. Et le cinquième niveau, c'est Life is great. Et donc, globalement, le cinquième niveau est réservé, on va dire, à des organisations qui ont pour mission de lutter contre le cancer, la faim dans le monde, enfin des choses avec un sens hyper fort, qui n'ont plus besoin de se comparer à l'extérieur. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est très rare. Ce qui est plus facile d'atteindre, c'est un niveau 4 où on arrive à avoir une fluidité de fonctionnement interne qui est top. Et puis, en fait, niveau 2 et niveau 3, c'est des niveaux qui s'entretiennent dans les organisations. C'est-à-dire que le niveau I'm great, they are not alimente le niveau My life sucks. Et que dans la construction de l'individu, on passe tous par I'm great, they are not. C'est-à-dire que quelque part, pour construire sa légitimité, on se dit ouais, on est vraiment trop fort. Et puis en fait, si j'étais pas entouré de bras cassés, ça se passerait mieux. Et moi, ce bouquin m'a permis de prendre de conscience que j'étais en fait à ce stade-là. Ma vision du monde, c'est un truc un peu fort, mais que c'était mon mode de fonctionnement naturel, à travailler dessus, à essayer de le dépasser. Voilà, donc ça a été ça, en fait, le gros travail que j'ai fait sur moi, alors en lisant des bouquins, en me faisant coacher, en allant à l'APM. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que j'ai conscience de l'influence que j'ai dans le système et de comment je peux essayer de m'améliorer, quoi. Qui est un travail sans fin, malheureusement. Enfin non, heureusement, je pense au contraire. C'est aussi un plaisir. Ouais, non, c'est intéressant. Enfin, de toute façon, on est quand même la personne avec qui on vit le plus longtemps, donc autant faire en sorte que le voyage soit agréable, quoi, avec soi-même. Quelles ont été les rencontres qui ont été importantes dans votre parcours ? Oh là là, elle n'est pas facile celle-là. Plein, déjà le fondateur historique, c'est-à-dire je ne serais pas dans cette aventure si je ne l'avais pas croisé au bon moment. On a eu quelqu'un aussi d'extrêmement charismatique qui a traversé l'entreprise, je pense qu'il a été quelqu'un d'assez clé sur ce qu'est Octo aujourd'hui. Enfin, j'ai fait énormément de rencontres chez Octo, je ne saurais pas les énumérer parce qu'il y a plein de noms qui me viennent en tête. Et à chaque fois, Octo a évolué sous l'influence de personnes d'exception. Donc, des rencontres, j'en ai fait plein. Je pense aussi à un gars qui nous a mis sur les sujets environnementaux qui sont devenus hyper importants pour nous et qui nous a alertés pendant des années dans le désert. Mais voilà, il a planté des graines qui ont fini par pousser. Donc, non, j'ai fait beaucoup de rencontres. La personne qui m'a emmené à l'APM, je ne saurais pas toutes les lister. Il n'y a pas un truc unique, c'est plus un réseau, on va dire. Et plutôt interne, de ce que j'entends. Beaucoup interne, pas que, mais beaucoup interne, oui, c'est vrai. Vous avez parlé de l'engagement environnemental. Quel est pour vous votre rôle dans cette transition, on va dire, écologique, sociétale ? Vous avez évoqué le fait qu'il y avait une personne parmi vous qui était très motivée, avant peut-être les autres. Ça, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Donc, non, on a dépassé ce cap-là. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de pratiques en fait très engagées sur ce plan-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler et surtout, est-ce que vous pouvez me dire finalement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un rôle particulier en tant que dirigeant sur ce sujet, comme vecteur de transformation, peut-être interne d'une part, mais aussi externe ? Alors, je vais peut-être commencer par mon rôle. Alors, c'est devenu un engagement personnel, c'est-à-dire que c'est des sujets qui m'interpellaient, qui me perturbaient. Enfin, en fait, je fais de la photographie animalière, donc je suis depuis pas mal de temps sensible à la dégradation des écosystèmes. Donc voilà, j'avais ce truc-là. Enfin, j'avais un niveau de connaissance sur ces sujets assez élevé depuis pas mal de temps et je segmentais en fait. C'est-à-dire il y a voilà, en tant que citoyen, des préoccupations autour de là où va la planète et puis il y a la vie professionnelle et on mélange pas les genres, quoi. Et puis le grand changement, c'est que il y a pas mal de gens chez Octo qui ont commencé à être actifs sur ces sujets-là, on parlait en interne, à organiser les fameux BBL, à discuter de ces sujets-là sur nos mailing lists internes. Et du coup, je pense que ça a permis de prendre conscience à cette communauté, à moi-même, du fait que finalement, c'était une lame de fond importante chez Octo. Et que
peut-être qu'il y avait moyen de réconcilier les deux, c'est-à-dire des engagements citoyens ou des croyances citoyennes plutôt, parce qu'entre être conscient du problème et faire des choses, il y a quand même un cap aussi. Mais que ça pouvait alimenter une vision d'entreprise et un projet d'entreprise. Et donc, du coup, je pense que c'est le chiffre que j'ai fait il y a à peu près 2 ans maintenant, qui était de me dire que j'avais une responsabilité en tant que chef d'entreprise pour faire en sorte d'utiliser ma puissance à mon poste pour qu'Octo prenne ses responsabilités sur ce sujet-là. Je ne vais pas dire soit exemplaire ou soit un leader, parce que de toute façon, je considère que c'est hyper difficile d'être à la hauteur de l'enjeu et de la tâche sur ce sujet-là, mais en tout cas qu'on prenne nos responsabilités et qu'on utilise le fabuleux outil qui est Octo pour aller dans la bonne direction sur ces sujets-là. Donc mon rôle, c'est ça, c'est d'affirmer à tout le monde qu'on peut faire des choses, qu'on a le droit d'être ambitieux, qu'on peut trouver des moyens et que c'est une priorité importante de l'entreprise, parce que c'est un devoir quasiment. Et après, dans les actions qu'on fait, on est encore au début de ça, mais en tout cas, on a fait déjà la première étape qui est assez fondatrice, c'est mesurer là où on en est, donc faire une mesure en scope 3 de nos émissions carbone. Alors c'est un peu technique, mais il y a 3 scopes, il y en a 2 qui sont réglementaires, mais qui disent pas grand-chose, et le 3e qui prend en compte toutes les émissions qui sont liées à nos services et nos activités. Je cite une anecdote qui date de pas plus tard qu'hier. J'ai découvert qu'il y avait des entreprises qui vendaient des ordinateurs portables qui mesurent leur scope 2, donc qui ont des émissions carbone très faibles parce qu'ils ne prennent pas en compte l'effet carbone des produits qu'ils fabriquent. Donc, ils ne prennent pas en compte le fait qu'ils fabriquent des ordinateurs qui sont hyper consommateurs en ressources et en gaz à effet de serre. Donc, en fait, ça ne veut rien dire, finalement. Donc, on a eu le courage et l'initiative d'aller jusqu'au scope 3. Et c'est pas flatteur, et c'est flatteur pour personne, et ça tue dans l'œuf tout concept autour de la neutralité carbone que peuvent afficher les entreprises, parce que quand on est en scope 3, on n'est jamais neutre carbone, c'est impossible. C'est systémique, la neutralité ne peut être que exactement. À l'échelle globale, donc Absolument. à l'échelle d'une entreprise, c'est compliqué. Donc notre première action, ça a été ça. Donc de se regarder sans maquillage et de dire qu'on a des choses à faire. La deuxième action, ça a été de se dire qu'on allait se fixer un objectif de 5% de réduction des émissions carbone par an pour suivre les accords de Paris. Il semblerait que que la situation soit un peu plus critique que ce qui était manipulé dans les accords de Paris et que maintenant, selon le dernier rapport du GIEC, de ce que je comprends, il faudrait passer à 7%. Après, de commencer à travailler sur les actions qu'on peut mettre en place. Il y a on va dire des quick wins. Les quick wins, c'est des choses du style faire en sorte que le matériel informatique dure le plus longtemps possible. Ça a l'air de rien, mais c'est une grosse source d'émissions dans nos métiers. Donc, plutôt que de changer de PC tous les 3 ans, les faire durer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les utiliser. Donc ça, c'est une grosse différence. Et pour que ce soit pas punitif, pas trop punitif pour les salariés, parce qu'avant c'était presque un avantage. Inconsommable. Non, mais moi quand j'étais plus jeune, chaque fois que j'avais un nouveau PC, c'était la fête, quoi, en fait. Donc on prive les gens qu'on embauche maintenant de ce type de petits plaisirs. Et pour pas que ce soit interprété comme une volonté de faire des économies de bout de chandelle, on donne l'équivalent à des associations. C'est-à-dire que l'argent qu'on économise en ne renouvelant pas le matériel, on le donne à des associations. L'autre action qu'on a prise, alors pour le coup très récemment, et on est en train de voir comment la déployer, mais on a l'intention aujourd'hui de former l'ensemble des équipes Octo à l'éco-conception pour que dans les services que l'on fournit à nos clients, qu'on soit vigilant à chaque fois à les concevoir de façon à ce qu'ils soient les plus green possibles, ou les moins impactants possibles. Donc voilà, ça fait partie des actions qu'on a. On a des réflexions aussi sur les locaux. Une des grosses sources d'émissions carbone des entreprises, c'est les trajets. Donc les voyages professionnels et les trajets, sachant que chaque fois qu'on prend l'avion, en fait c'est une catastrophe. Donc comment on peut essayer de faire en sorte de limiter au maximum la consommation d'aérien. Voilà, donc on est dans ce type de démarche. Il y a un sujet qu'il faut embrasser quand on aborde ce sujet, c'est l'inévitable contradiction et l'inévitable imperfection. Donc il faut essayer. Tout ce qu'on fera sera critiquable, mais l'enjeu, c'est de se mettre en mouvement avec sincérité, authenticité et essayer des choses, en sachant qu'on n'arrivera jamais à cocher toutes les cases, à être parfait. Mais il vaut mieux faire ça que de ne rien faire, en fait. Et en externe, du coup, est-ce que... donc là, vous avez parlé de l'éco-conception qui a vocation finalement à diffuser un peu chez vos clients des pratiques plus vertueuses de ce point de vue-là.
Est-ce que vous avez la volonté, le souhait d'embarquer avec vous vos clients dans cette réflexion ? Oui. Alors, je ne sais même pas s'ils ont besoin d'être embarqués avec nous parce qu'on voit que ça change aussi hyper vite. Et j'ai presque l'intuition que ça va être compliqué pour des entreprises qui ne sont pas dans ce mouvement-là de bosser avec certains donneurs d'ordre parce qu'on a des appels d'offres maintenant où la note liée à la conscience environnementale compte pour 30% de la note d'évaluation, ce qui est énorme, et c'est une évolution qu'on a vue en 1 ou 2 ans. Donc, je ne sais pas s'ils nous attendent, mais en tout cas, on essaye d'être vocaux et audibles sur ces sujets-là. Donc, on a passé la certification B Corp, ce qui nous permet de nous afficher comme une entreprise engagée sur ces sujets-là. C'est exigeant, B Corp, donc ce n'est pas juste de l'affichage. C'est ce qu'on fait à l'intérieur qui se voit à l'extérieur, quand même. C'est transformant aussi. Ouais, c'est transformant aussi. Et ça nous a obligés à aller plus loin, évidemment. On en est membre de la Convention des entreprises pour le climat, donc qui a été dupliquée sur le modèle de la Convention des citoyens pour le climat. On est très fiers de ça, mais c'est aussi une grosse responsabilité parce que ça engage beaucoup. On publie beaucoup sur notre blog nos initiatives. Donc, en fait, comme toujours chez Octo, on est toujours assez prosélyte. C'est-à-dire qu'on a des croyances et notre philosophie, c'est de partager nos croyances pour finalement entrer en relation avec des gens, donc des candidats, des clients qui sont en résonance avec ces croyances-là. Parce qu'on considère que c'est comme ça qu'on va faire du bon boulot, quoi. Et aussi parce que, je voulais vous poser une question là-dessus, donc ça fait une transition. Vous avez une culture de la transmission et vous-même, vous avez écrit du coup un livre qui raconte les 20 années de transformation chez Octo, avec ce que vous avez évoqué sur la sociocratie, avec ce que vous avez évoqué aussi sur les éléments environnementaux, avec d'autres éléments. Ce qui m'a interpellée en fait à la lecture, c'est que, d'une part, on sent que la transformation est continue et que finalement l'évolution est perpétuelle. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, vous avez une capacité à vous observer changer et à, d'une certaine façon, conceptualiser, formaliser ce qui est en train de se passer pour le documenter avec une ambition, enfin c'est ce qu'on sent, je trouve, dans le livre, de transmission et de partage, en fait, de ce qui vous anime collectivement et plus individuellement. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de transmission ? Il y a cette question de résonance. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Dans le cadre du livre, j'ai conscience de mon regard un peu unique sur les choses parce que je suis à la fois chef d'entreprise, consultant, et donc du coup le fait d'être capable en ayant transformé une entreprise, des gens qui ont transformé des entreprises, il y en a plein, il y a énormément d'entreprises qui ont fait ce type de chemin-là, qui sont peut-être moins visibles qu'une entreprise comme Octo, et une des raisons aussi pour lesquelles ils sont moins visibles, c'est parce que les gens qui sont à la manœuvre dans ces sujets-là, ils n'ont pas les atouts du consultant, dans le sens où nous on est habitué à convaincre, à présenter des modèles, à lire des bouquins, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que ce bouquin me tenait à cœur, parce que j'avais envie de témoigner de choses en utilisant cette double casquette, à la fois consultant et chef d'entreprise. Donc donner des modèles, mais montrer comment ça passe dans la vraie vie, parce que ça peut être aussi le modèle les limites du consultant qui reste un peu théorique, mais qui a vécu les conséquences, conseilleur mais pas payeur, Moi, je suis conseilleur et payeur, donc c'est ça que j'avais envie de partager. Et après, je pense que ce rapport à la diffusion, ça a fait partie des paris fondateurs d'Octo, et du coup, je pense que c'est inscrit dans nos gènes. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'opter pour une stratégie qui a été complètement validée par Google, on va dire. Donc, on s'est créé la même année que Google, donc ça permet de mettre les choses en perspective. Mais en fait, Google, c'est un moment absolument clé dans l'histoire de l'accès à la connaissance. Et on est passé d'un monde où la connaissance était rare et chère à un monde où la connaissance était abondante et gratuite. C'est une rupture épistémologique dans l'histoire de l'humanité qui est absolument fondamentale. Et je ne sais pas pourquoi, on a réussi à saisir ce moment. Et du coup, chez Octo, dès le début, tout ce qu'on savait, on l'a mis dans des bouquins, on l'a mis dans des articles de blog, on l'a mis dans des white papers. Et ça a été un pari extrêmement payant parce qu'en fait, les gens viennent vous voir parce que vous les avez convaincus de votre pertinence sur les sujets. Donc, ils ne vous snobent pas sous prétexte qu'ils savent tout et donc ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Il y en a qui font ça, mais c'est OK. Tant qu'on arrive à continuer à faire notre métier. Mais la plupart, ils disent, tiens, ils ont des choses à dire sur ce sujet, donc on va aller les voir et ça va nous aider à aller un cran plus loin.
Donc ça a été le pari qu'on a fait depuis le début et c'est assez payant. Et donc écrire un bouquin comme ça, c'est une façon de se faire identifier sur des sujets sur lesquels on a envie de travailler. Enfin, moi, j'ai grand espoir que la transformation on fait beaucoup de transformations agiles aujourd'hui, que la transformation pour aller vers la sociocratie, ça fasse partie des activités qu'on réalisera demain en tant que consultant, quoi. Et en plus, la chance, c'est qu'on aura l'exemple Octo. Le vécu, l'expérience. Exactement. On saura de quoi on parle. Dans ce livre aussi, vous parlez spécifiquement du courage du dirigeant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, je peux en dire un mot parce que je trouve que c'est une des valeurs les plus difficiles en tant que dirigeant. Pareil, probablement qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça, mais je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai eu plein de décisions assez difficiles à prendre, certaines que j'ai prises trop tard, notamment dès que ça concerne les gens. C'est très dur de prendre des décisions radicales sur des personnes, quoi. Donc, et puis, quand on est à ce job-là, on engage un collectif. Donc, à supposer que je prenne une mauvaise décision fondamentale, je peux plier la boîte. Donc, avoir des effets assez fondamentaux sur la vie des gens. Donc, je trouve que le courage, c'est quelque chose de compliqué parce qu'à ne rien faire, on emmène l'entreprise dans le mur. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi prendre des décisions radicales, mais on ne sait jamais si c'est la bonne solution, c'est le futur qui le dira. Donc, c'est un poste qui demande beaucoup de courage et c'est pas si facile que ça, je trouve. Et c'est aussi une des choses que j'ai trouvé intéressante et courageuse, c'est que vous faites un peu un état des lieux en fait de là où vous en êtes, avec tout ce que vous avez déjà mis en place, toute la transformation qui a déjà été menée, etc., qui est documentée et donc avec des exemples très très concrets et très actionnables aussi de bonnes pratiques, ou en tout cas de pratiques que vous avez mises en place avec à la fois les bons côtés, les limites, etc. Et puis, il y a toute une section sur ce que vous ne faites pas encore bien et sur tout ce qui vous questionne. Et en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que on a l'impression qu'on est avec vous en fait à un instant T, avec à la fois un bilan, mais comme on disait tout à l'heure, cette transformation est continue et se poursuit. Et donc aussi un peu un état des lieux, des questionnements. Comment vous faites pour prioriser un peu dans tout ça ? Finalement, tous ces éléments dont on a parlé sont des choses très liées à la vie de l'organisation, à son évolution, et prennent en fait beaucoup de temps. Comment ça se fait que vous laissiez autant de place, d'une certaine façon, à tous ces éléments-là ? Qu'est-ce qui vous convainc que c'est important ? En termes de temps ? En termes de temps même, j'imagine... dans l'organisation, c'est-à-dire le vôtre, mais aussi celui des équipes, etc. Je sais pas comment... Je vais peut-être utiliser des images qui me viennent spontanément, qui sont peut-être pas très pertinentes, on verra après, mais c'est un peu comme un musicien ou un sportif, un musicien qui fait ses gammes ou un sportif qui s'échauffe, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un instrument de travail au top. Et du coup, ça demande de l'entretien. D'autant plus que quand on grossit de 20% par an, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Hein. C'est les solutions d'hier, il y a peu de chances que ce soit les bonnes pour demain. Donc ça veut dire qu'il faut en permanence nettoyer, revoir, réfléchir. En plus, une entreprise, c'est faite d'individus qui ont des attentes différentes à des moments différents. Il y a un sujet qui est absolument crucial en ce moment, c'est les formes de travail, le remote, l'hybride. C'est des sujets qui sont hyper compliqués, hyper passionnants, mais qui sont des facteurs de risque énormes pour les entreprises, des facteurs d'opportunité énormes. Donc, ça me paraît indispensable de réfléchir en permanence à ce type de sujet, collectivement. Passer du temps là-dessus me paraît essentiel. Et en plus, tout le temps qu'on passe à poser le cadre, si le cadre est efficace, c'est d'autant plus de temps pour les gens qui évoluent dans ce cadre pour être efficaces. C'est-à-dire que si le cadre est bon et qu'on leur laisse beaucoup d'autonomie dans ce cadre-là, en fait, ça peut faire des miracles, quoi. Donc, et à l'inverse, si le cadre est pas bon, ils vont passer beaucoup de temps à faire des choses qui sont pas pertinentes, qui sont pas dans le bon sens, quoi. Donc, c'est une forme d'investissement sur la clarté et la pertinence du cadre. J'irai pas jusqu'à la clarté parce que je pense qu'on n'est pas très bon sur ce sujet-là. Pas toujours très bon sur ce sujet-là, mais l'efficacité du cadre. Ouais. La pertinence et l'efficacité du cadre. De manière à il faudrait aller jusqu'à la clarté, mais on a des progrès à faire. C'est en chemin. Une des choses aussi que vous mentionnez comme importante, c'est la culture du geste
Et j'ai trouvé ça intéressant dans un métier qui est un métier qu'on imagine finalement dans les métiers du numérique, on a une impression de virtualité d'une certaine façon. On voit moins un produit fini que lorsque c'est un artisan qui produit par exemple un objet, un ébéniste ou autre. Quelle est votre vision sur justement vos métiers et cette question du geste artisanal en quelque sorte, enfin cette culture artisanale que vous défendez? Oui, alors effectivement, ça paraît assez dématérialisé le métier de développeur notamment, et on a beaucoup de développeurs chez Octo. Et pour moi, c'est effectivement un métier très proche de l'artisanat, c'est-à-dire qu'il y a une dimension un peu artistique dans le code. On parle de Mozart du code, par exemple, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire à un moment donné, il faut que ça marche. Donc, il faut faire quelque chose d'élégant, parce que l'élégance, c'est ça qui fait que ça va être robuste et maintenable, mais aussi quelque chose d'assez fonctionnel. Donc, c'est assez proche de l'artisanat. Et pour tous ceux qui ont fait l'expérience de développement logiciel, il y a effectivement à la fin de la journée cette satisfaction d'avoir fait quelque chose, d'avoir mis les mains dans quelque chose et d'avoir produit quelque chose. Les états de flow, par exemple, sont assez fréquents en développement logiciel. Et ça, dans un univers où on parle de plus en plus de bullshit job, donc où on fait de la coordination, des trucs comme ça, et à la fin de la journée, on est incapable de savoir véritablement, quand on fait le bilan, sur quoi on a eu du levier. Quand on code, on voit là où on a eu du levier. Et cette culture du geste me paraît essentielle parce que elle est source d'épanouissement. Alors, il y a des bouquins qui sont sortis, Éloge du carburateur, par exemple, probablement qu'il y en a d'autres. Mais dans notre société qui est de plus en plus abstraite, il y a quand même pas mal de gens qui prônent le retour au concret, à la matière. Et d'ailleurs, le succès qu'on voit autour de la permaculture et des choses comme ça, je pense que c'est pas étranger à ça. Donc, on sent un retour à des valeurs un peu matérielles qui revient dans la société. Et je pense que ça va dans le bon sens. Et ce que je crois aussi, c'est que le fait de faire construit. Donc, il y a une phrase d'Aristote que je vais citer de façon pas fidèle, mais qui globalement dit « On est ce que l'on fait tous les jours, par la répétition quotidienne du geste ». Et je crois très fermement à ça. Donc, quand on a envie de changer, en fait, on ne discute pas, on fait. Et c'est ça qui fait changer. Il y a des choses assez marrantes. C'est pour changer une dynamique d'équipe, il y a deux personnes qui discutent, qui s'affrontent sur des arguments théoriques. En fait, il suffit de se mettre d'accord sur une expérience qu'on va faire ensemble pour savoir si c'est vrai ou faux. Et on travaille ensemble, on n'est plus en train de s'affronter. Si on est de part et d'autre de la salle et qu'on se dispute, en fait, on met des post-it à un tableau et on regarde ensemble dans la même direction, comme disait l'autre. Et tout de suite, le conflit s'atténue. Donc, on est très croyant dans ça chez Octo, c'est-à-dire que... on utilise beaucoup de techniques d'animation, on utilise beaucoup le mouvement. Si vous avez l'occasion de vous balader un peu plus dans les locaux, vous verrez, il y a des tableaux, des post-it partout, parce qu'on a besoin d'incarner dans le geste des choses. Et quand on veut changer ou faire changer, il faut faire en fait. Qu'est-ce que ça change finalement? Parce que là, on a entendu que vous aviez une culture très forte, vous avez un vrai amour d'Octo, une grande fidélité dans le temps, vous avez beaucoup évolué avec l'organisation qui a elle aussi beaucoup évolué. Qu'est-ce que ça change d'avoir une maison mère? Ça change pas mal de choses. Ça change qu'on plonge dans un univers d'un ordre de magnitude supérieur, donc qui nous dépasse. Donc c'était un peu vertigineux au départ, d'une puissance monstrueuse, parce que Accenture, c'est 500 000 personnes dans le monde. Enfin, c'est un groupe d'un poids considérable. Et c'est un des premiers éléments, c'est comment appréhender cette puissance et cette complexité. Qui a été compliqué pour nous et je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. Donc on raisonne encore en petit boutiquier avec des moyens limités alors que virtuellement les moyens seraient illimités. Donc je pense qu'on pêche un peu par manque d'ambition peut-être par rapport à ça. Et puis après, en fait, la culture originelle d'Octo et la culture d'Accenture sont très différentes. Donc il a fallu créer quelque part l'interface qui fait en sorte qu'on fonctionne ensemble et que 1 plus 1, ça fait un peu plus que 1,5 et plutôt 2,5 voire 3. Quoi. Et c'est un grand, grand risque dans ce type de fusion, c'est que la valeur de l'assemblage soit inférieure à la valeur des deux éléments pris séparément. Et dans ce cas précis, je suis très fier du résultat parce que je pense qu'on a réussi à faire une intégration qui est un modèle du genre.
Voilà. J'ai lu pas mal d'articles sur le sujet. Enfin, moi, j'aime bien revenir un peu à l'épuiser un petit peu, pas à la recherche scientifique, mais à des gens qui creusent un peu ces sujets, donc notamment dans la Harvard Business Review, des choses comme ça. Et ce que j'ai pu lire me laisse à penser que la façon dont on l'a fait, cet arrimage d'Octo dans Accenture, c'est un cas d'école, en fait. Je suis très fier de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont rendu ça possible, des gens chez Octo, des gens chez Accenture, mais enfin voilà, je suis très très fier de ce qu'on a réussi à faire. Est-ce que vous avez joué un rôle particulier ? Oui, j'ai joué un rôle particulier dans le sens où j'ai passé beaucoup de temps chez Accenture, que déjà... Ce qui fait une des forces d'Octo, c'est qu'on a une forme de conscience de notre culture. Et donc, du coup, je suis capable de l'expliquer. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des cultures très fortes, mais qui n'ont pas forcément intellectualisé ou conscientisé cette culture-là. Et du coup, ils ne savent pas spécialement en parler, quoi. Moi, je sais en parler. Donc, j'ai réussi notamment à expliquer à Accenture pourquoi ce trait de culture pouvait être important ou utile. Et en quoi ça pouvait être une force aussi de combiner les deux. Ce qui n'est pas facile, parce que Accenture, c'est un groupe américain, donc dans les groupes américains, il y a une prévalence du standard, et quelque part, Octo, c'est un écart à ce standard-là. Donc voilà, et mon rôle, ça a été ça, probablement, de beaucoup expliquer en quoi les différences qu'on a amenées pouvaient être utiles, et il y en a qu'on a perdues parce qu'elles n'apportaient pas d'utilité, en fait. Donc ça a été aussi l'occasion de remettre en question, d'une certaine façon, vos spécificités, à l'aune de leur utilité dans ce nouveau contexte ? Oui, tout à fait. Oui. Et c'est marrant parce que alors il y a un bouquin qui parle très très bien de ça, qui est Creativity Incorporated de Ed Catmull, qui est un des fondateurs de Pixar. Donc il décrit l'histoire de Pixar. Je vous invite vraiment à lire ce bouquin, surtout s'il y a deux sujets qui vous intéressent, les FUSAC, comment on réussit une intégration d'entreprise, et comment on peut être créatif quand on devient une grosse entreprise. Et donc Pixar a rejoint Disney, et le choc, alors je ne vais pas dire que Octo c'est Pixar, voilà, j'aurais pas cette prétention-là, mais à certains égards, il y a des points communs qui m'ont pas mal frappé moi. Donc Ed Catmull explique qu'il avait fait une promesse à ses salariés qui était qu'avec l'intégration chez Disney, rien ne changera. Et puis évidemment, il y a des choses qui ont changé. Alors pas forcément plus parce qu'ils avaient rejoint Disney ou quoi que ce soit, mais aussi parce que c'était une entreprise qui n'avait fait que changer depuis le début, quoi. Et donc, du coup, ça arrive aussi chez Octo, c'est-à-dire qu'on a doublé de taille en 3 ans, donc probablement que l'entreprise est devenue un brin impersonnel. Et donc, un de mes enjeux, c'est aussi de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des éléments de changement qui sont juste dus au fait que on n'est plus la même boîte, quoi qu'il arrive, quoi. Alors, Accenture a pu accélérer certains changements, mais il y en a qui sont juste liés au fait que on est 2 fois plus gros, on fait plus du tout le même type de mission, qu'on est plus influent. Et il y a des changements qui sont pour le meilleur, il y a des changements qui sont un peu plus pénibles, mais moi je sais plus faire la part des choses entre des changements qui viennent du fait qu'on a rejoint Accenture et des changements qui viennent de la transformation d'Octo, en fait. Comment est-ce que vous trouvez plaisir à diriger ? En fait, c'est quand je vois tout ce qu'on arrive à faire. Enfin, mon plus grand plaisir, c'est finalement l'empreinte qu'Octo laisse dans les gens et parfois chez les clients, les gens qui traversent Octo et les clients qui bossent avec Octo. Et on a des témoignages de sympathie, d'amitié, de transformation super touchants de la part de personnes donc, qui ont bossé chez Octo, puis de la part de clients. Et ça, c'est un moteur fantastique, en fait. Quelques questions un peu plus personnelles pour terminer cet entretien. Qu'est-ce que vous aimez lire ? Et est-ce que vous avez une recommandation à nous faire ? Lire ou écouter ? Je suis assez éclectique, donc je lis beaucoup de choses très différentes. Le truc que je recommande à tout le monde cette année, parce que ça a fait partie de mes chocs littéraires de l'année, c'est Liu Cixin, donc qui est un auteur de science-fiction chinois, qui a écrit une trilogie. Alors, faut savoir que c'est une trilogie. Le premier ouvrage, c'est Le problème de 3 corps, La forêt sombre et La mort immortelle. C'est un des plus puissant ouvrage de science-fiction que j'ai lu, je pense. C'est hyper visionnaire. Il y a une vision, je pense que c'est lié au fait que ce ne soit pas la même culture que la culture occidentale. Donc il y a une façon d'aborder les sujets qui est très dépaysante, perturbante, inhabituelle. Et c'est très très puissant intellectuellement. Y a-t-il un lieu où vous aimez particulièrement vous rendre ?
Alors, pendant le confinement, il y a un lieu où j'aimais particulièrement me rendre, qui était le Jardin des Plantes, parce que j'habite pas hyper loin et j'ai appris à le regarder. Et c'est un jardin foisonnant, c'est-à-dire que sa particularité, c'est qu'il y a plein d'espaces différents, il est très secret et j'ai découvert toutes les espèces d'oiseaux différentes qu'il y avait là-bas. Donc, pour un photographe animalier, c'était aussi un plaisir. J'en ai déjà parlé, mon hobby depuis quelques années déjà, c'est la photo animalière. Donc ça, c'est le truc qui me fait vibrer en ce moment. Ouais, ça prend la place de la méditation pour moi. C'est très contemplatif. Il faut être hyper concentré parce que faut quand même être à l'affût des animaux. Donc ça vide la tête et donc c'est. Et chez pas mal de garçons, on va dire, la photo a remplacé la mécanique automobile. Donc il y a une petite jouissance du matériel, du traficotage de matériel. Voilà. Donc je combine ça, le plaisir technique avec le plaisir artistique et la contemplation du monde. Que prenez-vous plaisir à cuisiner ou à déguster ? À déguster le vin. Je suis un amateur de vin. Je suis originaire de la Bourgogne et j'ai découvert sur le tard les vins de Bourgogne. Et à cuisiner, je ne suis pas un grand cuisinier. J'aime bien les bons produits, style poisson au four, voilà, mais très simple. Donc je ne passe pas des heures en cuisine. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous avez envie de répondre ? Il y a un truc que j'ai envie de partager, c'est une des leçons que je tire de mon rôle, c'est qu'il y a plus de risques à ne pas faire qu'à faire. Quand on est manager, dirigeant, c'est vachement plus riche de se lancer dans des choses quitte à se planter que d'essayer à tout prix de conserver le statu quo. Donc voilà, j'ai la chance d'être dans un corps social qui encourage ça, donc Octo, mais je pense que c'est aussi possible pour chaque manager, chaque dirigeant, et qu'on peut avoir tendance à vivre un peu dans la peur, et je pense qu'il faut plus vivre dans l'expérience. Merci beaucoup Ludovic. Merci Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À bientôt!